Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène le 11 mars 1810, c'est-à-dire, si vous avez bien calculé, il y a 211 ans exactement jour pour jour. Ce jour-là, à Vienne, on célèbre le second mariage de Napoléon Ier avec l'archiduchesse d'Autriche Marie-Louise. Marie-Louise que vous connaissez, elle n'est autre que la petite nièce de Marie-Antoinette. Alors ce mariage va se faire à distance, il se fait même par procuration, comme on avait d'ailleurs plutôt l'habitude de le faire sous l'Ancien Régime. L'empereur des Français, lui, est resté en France, il attend que son épouse la rejoigne. Il a 40 ans, elle en a seulement 18. Vous comprendrez, ce mariage est surtout un mariage politique qui a pour but d'apaiser les relations entre la France et l'Autriche après quelques 18 années de guerre et de conflits. Alors le but de Napoléon, il est aussi et surtout que Marie-Louise lui donne des héritiers. Il dit d'ailleurs, je cite, « c'est un ventre que j'épouse ». Pas très classe, mais en tout cas ça a le mérite d'être clair. En fait, la question des héritiers, elle est centrale pour Napoléon. C'est d'ailleurs la raison qui le pousse à se séparer de sa première épouse, la célèbre impératrice Joséphine, dont il va d'ailleurs divorcer en décembre 1809. En fait, ce qui se passe, c'est que lui et Joséphine n'arrivent pas à avoir d'enfants, et Joséphine lui fait croire qu'il est le seul responsable de cette problématique. Napoléon va la croire, oui, parce que Joséphine est déjà mère, elle est déjà mère de 2 enfants, Hortense et puis Eugène, qu'elle a eu avec son premier mari, Alexandre de Beauharnais. Du coup, Napoléon n'a pas de raison de douter de la fertilité de sa femme. Mais au final, la supercherie va être découverte quand 2 des maîtresses de Napoléon, vont tomber enceintes et vont donner naissance à des enfants. Là, Napoléon va se rendre compte qu'il n'est pas stérile, et donc comme il est soucieux de fonder une dynastie et d'assurer sa descendance, eh bien, il va décider de se séparer de Joséphine, et donc il va divorcer. Alors il va rester très attaché à sa première épouse, on dit même qu'il va l'aimer jusqu'à la fin de sa vie, enfin ça c'est une autre histoire. Revenons plutôt au mariage de Napoléon avec Marie-Louise. Donc Marie-Louise, elle arrive le 16 mars 1810 à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Là, le protocole de ce qu'on appelle la remise de l'épouse va suivre celui qui avait été mis en place pour Marie-Antoinette 40 ans plus tôt lorsqu'elle était partie d'Autriche pour rejoindre Louis XVI en France. Donc Marie-Louise va passer par 3 pièces qui vont être à cheval sur la frontière. Une chambre autrichienne qui se trouve en Autriche, donc, où elle se déshabille et où elle abandonne ses habits de cour autrichienne. Une chambre neutre au milieu, où elle se pare de ses habits de la cour impériale française. Et puis une chambre française qui est située donc en Bavière, puisque la France et l'Autriche n'ont pas de frontière commune, en Bavière qui est alliée de la France à l'époque. Donc c'est dans cette pièce française que Marie-Louise va prendre sa nouvelle nationalité. Elle y est accueillie par Caroline Bonaparte, la plus jeune sœur de Napoléon. Caroline Bonaparte qui est aussi, je vous le rappelle, la reine de Naples. Alors Marie-Louise quitte alors la Bavière et elle poursuit sa route vers Paris. Plusieurs étapes festives vont se succéder et le 27 mars, Compiègne est en vue. Napoléon est impatient de rencontrer sa nouvelle épouse, donc il va aller au-devant de son carrosse et la retrouver au niveau justement de Compiègne. Finalement, le soir même, Marie-Louise, la jeune épouse de Napoléon, est présentée à la cour et elle dort pour la première fois au château de Compiègne dans sa nouvelle chambre. Les 2 jeunes mariés ne sont pas encore unis religieusement, réellement. Napoléon va quand même braver les interdits en s'assurant que sa jeune épouse est d'accord et il va passer la nuit avec elle dans cette chambre créée pour l'occasion. À propos de cette nuit-là, Napoléon racontera plus tard, je cite, « Je suis allé vers elle et elle fit tout en riant. Elle a ri toute la nuit. » On comprend qu'ils n'ont pas fait que bavarder pendant cette première nuit dans cette chambre. Alors, puisqu'on parle de la chambre de Marie-Louise, je vous propose de la découvrir maintenant. En fait, sachez qu'on peut la visiter et la voir quand on visite le palais de Compiègne, justement, ce palais que je vous invite à visiter fortement. Elle a été construite, cette chambre, par l'architecte Berthaud entre 1808 et 1809 sur les thèmes de l'abondance et de la fécondité. Comme je vous le disais, Napoléon espère en effet que Marie-Louise va lui donner des héritiers, donc ces thèmes sont complètement appropriés et de circonstance. Alors la première chose que l'on remarque et qui nous frappe peut-être quand on rentre dans cette chambre, c'est le lit. Il est vraiment imposant, il est entouré de 2 grandes cornes d'abondance dorées et aussi de 2 statues ailées qui symbolisent la fertilité et qui retiennent les rideaux de toile blanche qui encadrent le lit. Pour finir sur ce lit à baldaquin, si on regarde les textures et les matières qui sont utilisées, l'usage à la fois de textiles mat et de voilage plus léger va permettre de jouer avec les transparences et de créer une atmosphère tout en sensualité
une atmosphère qui a dû plaire du coup aux jeunes couples quand ils se sont retrouvés pour la première fois dans cette chambre. Alors depuis cette chambre majestueuse, on aperçoit un boudoir attenant qu'on ne peut malheureusement pas visiter mais qu'on peut quand même bien observer. L'impératrice s'en servait comme salle de bain, mais aussi elle y recevait des invités privilégiés dans ce boudoir finalement qui servait aussi de salon privé. En mars et avril 1814, la chambre va être partiellement abîmée par les attaques de l'armée prussienne. Donc une partie des peintures que l'on voit encore aujourd'hui et que l'on peut admirer datent de cette époque, de 1814, et elles ont été réalisées par le peintre Girodet. On y découvre en particulier une œuvre magnifique qui représente l'aurore chassant la nuit, et puis quatre autres œuvres qui représentent Apollon, l'été, l'automne et l'hiver. Alors après la visite de cette chambre de Marie-Louise, revenons au mariage impérial. Après le séjour à Compiègne, le couple royal va revenir sur Paris. Il va s'arrêter au château de Saint-Cloud où le couple va être uni civilement le 1er avril 1810 dans la grande galerie du château, avec en présence de la cour impériale et de la famille impériale. Et puis le lundi 2 avril 1810, le mariage religieux est célébré à Paris dans le salon carré du Louvre où une chapelle a été construite par l'architecte Pierre Fontaine. Enfin, pour finir sur leur union, en juillet 1810, seulement 3 mois donc après sa première nuit à Compiègne, Marie-Louise est enceinte. C'est une bonne nouvelle. Alors on dit que si c'est un garçon, ce sera le roi de Rome, si c'est une fille, ce sera la princesse de Venise. Le résultat arrive le 20 mars 1811, c'est un garçon. Marie-Louise donne un fils à Napoléon qui bien sûr est ravi. Ce fils, on le surnomme l'Aiglon. Il s'appelle en fait de son vrai nom Napoléon François Charles Joseph Bonaparte. C'est assez long. Il est donc comme prévu le roi de Rome. Et là, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas commencer à vous raconter toute l'histoire de Napoléon qui est assez longue, l'histoire de ce couple. Je vous rappelle en tout cas que cette année on fête le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, donc on va forcément reparler de lui dans cette année 2021. En tout cas, après cette anecdote sur le second mariage de Napoléon et sur la découverte de la chambre de Marie-Louise à Compiègne, j'espère que vous aurez envie de visiter ce merveilleux palais impérial. En attendant, bien sûr, si vous voulez tout savoir sur ma visite guidée de ce château de Compiègne, vous pouvez retrouver mon article et mon podcast dédié sur le blog lescarnetsdigor.fr. Je vous donne évidemment rendez-vous aussi sur Instagram et sur Facebook, et puis bien sûr sur YouTube, pour suivre toutes mes anecdotes et toutes mes actualités. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.